Bonjour à tous. Désolé d'occuper le temps de pause entre la fin des débats et l'annonce du palmarès. Donc, je suis très heureux de vous présenter Daniel Day et le livre que nous publions de lui, parce que je m'occupe aussi des éditions MF. Nous avons le plaisir de publier cet ouvrage, Liberté d'écoute, le son, véhicule de la relation, qui d'ailleurs est disponible juste derrière sur une petite table agencée par la librairie Wallonie-Bruxelles. Donc vous avez pu entendre Daniel tout au long de ces 3 jours. Donc pour ceux qui ne le connaissaient pas, qui ne le connaîtraient pas encore, Daniel Day est un travailleur du son au sens total, on pourrait dire du terme, puisqu'il est à la fois réalisateur sonore, concepteur de son pour le théâtre, preneur de son, chercheur, et, euh, et, et donc il travaille à la fois dans le champ du cinéma, du théâtre et de la musique. Mais il est aussi, on le découvre à travers ce livre, un peu poète, puisqu'il y a des textes poétiques qui viennent ponctuer les articles, les chapitres du livre. Alors il s'agit en fait d'un livre assez passionnant, puisqu'il couvre 20 ans de travail et de recherche. C'est donc une suite d'articles, de textes de différentes tailles, d'entretiens qui sont articulés selon différentes problématiques, hein, plus que de notions véritablement, hein, la problématique de l'écoute, du silence, de l'économie sonore au théâtre, du paysage, la question du discontinu qui est très importante aussi. Donc, peut-être commencer par simplement demander à Daniel ce qui rendait ce livre nécessaire aujourd'hui. Pourquoi maintenant, disons, avoir ce regard rétrospectif sur ces 20 ans de pratique et de recherche sur le son pour composer cet ouvrage qui est un peu une sorte de synthèse, hein, de tout ce travail. J'ai l'impression que les années m'ont amené à avoir plusieurs entrées, quoi. C'est que finalement, ce livre révèle aussi ça, c'est-à-dire même par moments des changements de paradigme, quoi. Si on regarde par le vide, par le silence, par l'absence, ou par le plein, ou par le continu ou le discontinu, qui sont vraiment des approches que j'ai découvert pour mon propre travail, parce que c'est ça la question, c'est comment faire. Je crois que le livre, c'est un certain nombre d'entrées sur ce questionnement du comment faire qui est lié à la nécessité de fabrication d'un objet, quoi. On vous appelle sur euh, une pièce de théâtre, par exemple, et les questions qui se posent à chaque fois sont totalement différentes parce qu'on est sur un monde différent. Chaque auteur, chaque imaginaire qui est produit par une œuvre dramatique nous emmène dans la confection d'un monde qui n'est pas seulement le monde du texte, qui est aussi le monde de la scénographie, qui est le monde du choix des costumes, qui est le monde de l'époque dans lequel on transpose, je sais pas, un Shakespeare contemporain ou je ne sais quoi. D'un seul coup, il y a une quantité de paramètres qui fait qu'il n'y a pas une solution, une règle, une manière de faire, mais qu'à chaque fois, il va falloir se dire par où je vais le prendre, par où je vais rentrer. J'ai l'impression que ce livre, finalement, il donne quelques, voilà, quelques moments comme ça de réflexion par rapport à ce qu'est, quand vous disiez travailleur du son, j'entendais travailleur de la mer, quoi. J'entendais quelque chose qui est en espèce de bagarre contre enfin, face à l'impossible, quoi. C'est le sentiment que j'ai eu toute ma vie, c'est que qu'il n'y avait pas de solution, que c'était impossible de travailler le son et que finalement, bon, on se débrouillait et que par moment on arrivait à faire quelques galipettes, voilà, qui étaient plus ou moins bien vues. Mais j'ai toujours eu le sentiment que c'était
presque toujours avec l'échec, quoi. C'est qu'il y a un impossible. C'est parce que j'ai l'impression que le sonore, c'est notre imaginaire et c'est l'imaginaire de chacun. C'est ça, en fait, c'est que quand on entend des sons, bah, on se souvient, chacun se souvient de ce qu'il a vécu. L'objet n'est pas là, quoi. Et ce souvenir, c'est des affects, évidemment. Et ces affects sont très différents selon les personnes. Et du coup, notre boulot à nous, c'est de réveiller justement les affects qui seront complètement euh, mis en charge dans, dans, la mémoire de chacun différemment, mais il faut que ça fonctionne pour tout le monde, quoi. Donc il ne faut jamais que ça soit trop précis, il faut que ça soit très ouvert, il ne faut jamais que ça soit trop long, il faut que ça soit évocateur plutôt je crois que c'est en creux toujours, il y a quelque chose qui n'est pas dit mais qui est suggéré, etc. C'est quelque chose comme ça. Le titre du livre devait être «Le geste qui compte», hein, c'est ce que vous écrivez dans Ah l'avant-propos, ouais. et c'est vrai qu'il y a toute une conception, on peut dire gestuelle du son, hein. Le son est d'abord un geste du corps qui prend forme sonore, et vous dites, vous avez une très belle expression, pour cela, vous dites que le son est comme la scorie du mouvement, et cette dimension énergétique, événementielle du son, au fond, c'est la pratique, hein, qui vous a amené à la pensée. Parce qu'on se rend compte que le son est quelque chose qui fait d'irruption, qui échappe, qui est à la fois, difficile à saisir, à enregistrer, et en même temps extrêmement, disons vif, c'est-à-dire, effectivement produisant ces affects qu'on peut à peine contrôler, puisque chacun effectivement, écoute différemment. Donc, ça c'est quelque chose qui traverse tout le livre, cette Ouais. dimension comme ça, Mais, énergétique du son. mais je crois que ça, c'est peut-être oui, la chose la plus importante dont je me suis rendu compte très tard. C'est que finalement, le sonore, c'est toujours le sonore d'un geste. C'est la façon. C'est- Est-ce que c'est le son d'une bouteille quand on pose ça ou ça ou ça, ça sonne différemment. Euh, Qu'est-ce qu'on entend là-dedans finalement, si ce n'est ça, quoi? C'est-à-dire un geste qui appuie un mot ou une façon de marcher voilà, qui est déterminée. C'est une façon. Vous voyez, il y a des sonothèques à n'en plus finir sur Internet. Tout le monde se sert de sonothèques. Les sonothèques, c'est rien, ça marche jamais, quoi. Quand on cherche des sons, bah, il n'y a jamais le bon son, quoi. Jamais, jamais. Par contre, quand on fait du bruitage, c'est toujours bon, alors que c'est pas le bon objet. Et c'est là où on se rend compte que finalement, Mmh. c'est pas l'objet qui compte. C'est pas d'avoir la vraie portière de la vraie voiture. Non, le bruiteur, il a un vieux frigo et puis blanc, mais sauf que le geste est juste, quoi. Et finalement, c'est ça que je veux dire, c'est le geste qui compte, parce que le geste, c'est la relation à l'autre, c'est la façon dont on va fermer délicatement la porte pour pas réveiller l'enfant qui finit de dormir dans la voiture, ou au contraire, comment on claque la porte parce on en a marre de l'autre, et voilà. Et l'affaire se finit là-dessus. Mais c'est ça l'impression pour moi, c'est de m'être rendu compte, et très tardivement, mais je crois que c'est la somme des expériences qui fait que, euh, à la fin, finalement, on se dit l'essentiel, il se trouve là. Et c'est quoi ce geste? Ben, c'est le rapport à l'autre, c'est la relation, quoi. Et pour moi, c'est ça pendant le son, c'est être en corps à corps avec l'autre, que ça soit une voix, que ça soit un instrument. Quelqu'un est en train de me dire quelque chose, je fais silence face à lui, et il m'envoie des choses avec une énergie, avec de la violence, avec de la haine, ou au contraire de la douceur, de la tendresse ou de l'amour. Et ce que j'entends dans le son, c'est ça, c'est euh, c'est par le geste que tout ça arrive. Alors, vous avez beaucoup travaillé pour le cinéma, et on va revenir, sur la question du cinéma, parce qu'il y a d'innombrables analyses extraordinairement précises et merveilleuses de toutes sortes de cinéastes avec lesquels vous avez travaillé ou non d'ailleurs. Ouais. Donc ça, c'est vraiment passionnant, très riche, mais j'aimerais quand même revenir un peu sur la question du théâtre, puisqu'on a vraiment l'impression que le modèle qui vous permet de penser le son est d'abord un modèle théâtral. C'est-à-dire, le théâtre, c'est, au plateau, c'est une dynamique relationnelle entre,
un espace, la salle, décor, des gestes, une scénographie et puis un public. Et ce qui fait que le son est toujours en relation, pris dans des relations, et c'est comme ça qu'il faut le penser si on va ensuite travailler pour le cinéma. Et notamment être ingé son, comme vous l'avez été pour de très nombreux disques, cette idée d'une dynamique relationnelle qui est au cœur finalement à la fois de l'écoute et de la manière dont on va réaliser ou enregistrer le son. Oui, parce que finalement, le sonore du théâtre, c'est le plus complexe, le plus ouvert et qui nous emmène le plus loin. Il faut installer dans les... Non seulement il faut prendre des sons, trouver les sons les plus justes par rapport à une situation donnée, qui ne sont pas forcément les plus beaux ou les plus précis. Ça peut être au contraire très flou, très mou, ou au contraire très plastique, ou que ça sonne comme à travers une gamelle, mais il faut que cet élément, on l'amène en scène, c'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, on le confronte à un décor, il faut qu'il devienne juste, il faut le placer dans l'espace, et ça, c'est pas une moindre affaire, parce que ça ne peut pas être sur la scène, c'est toujours autour, c'est jamais, ça doit, enfin pour moi, ça ne doit jamais être dans la salle, ça peut être derrière la salle. Hein. Moi, une fois, je diffusais les sons à la Comédie Française, je me souviens, où je faisais monter des régisseurs au poulailler pour qu'ils ouvrent les portes pour faire entendre un son derrière le dernier spectateur. Hein. Voilà, il y a quelque chose où on ne peut pas tricher, et tout ça est confronté toujours à une parole. En fait, ces sons sont des paroles qui doivent être au niveau de la parole des acteurs. Et on ne peut pas être au-dessus ni en dessous. Si on est en dessous, c'est parce qu'on a besoin d'être en dessous, parce que la parole a besoin d'avoir une réponse qui soit douce et discrète, mais en tout cas, c'est en dialogue, c'est en égalité de dialogue avec la parole des acteurs. Et ça, c'est le plus difficile. C'est pour ça qu'il y a des régisseurs au théâtre qui vont suivre chaque soir et en fonction des tournées, avec des acoustiques différentes, avec des salles plus ou moins bruyantes, avec des acoustiques de salles plus ou moins généreuses ou absorbantes, il va falloir suivre toute l'énergétique du dépliement dans le temps, parce que c'est ça aussi le son, c'est surtout le temps, comment on passe d'un instant à l'autre, comment on passe d'un lieu à l'autre. Bon, et puis c'est amener des choses et les sortir. Donc on a tout en main, quoi. Au cinéma, on n'a pas ça du tout. Au cinéma, on fait des sons, on mixe dans des conditions qui sont telles que dans toutes les salles, on aura la même sensation, à peu près, parce que toutes les salles ne sont pas calibrées pareil, mais bon, à peu près. Et ça s'arrête là, quoi. Je ne dis pas que c'est facile, hein, je crois que c'est très dur, mais en tous les cas, une fois qu'on a mixé, c'est fini. Au théâtre, on mixe en public, on mixe avec le public, on mixe avec le plateau, on mixe avec les acoustiques, et ça, c'est un truc, c'est le partage du sensible, hein. Il y a quelque chose de la sensibilité dans la façon de donner les sons à l'autre, qui est vraiment un dialogue, quoi, quelque chose comme ça. Alors pour parler donc un peu de cinéma maintenant, on reviendra peut-être au théâtre tout à l'heure à propos du silence, mais vous insistez beaucoup sur l'apport du cinéma au son et au travail sonore. C'est le discontinu pour vous, la rupture, Ouais. le montage, le fait de couper, bon, qu'on voit beaucoup chez Godard. Vous analysez de manière très intéressante Film Socialisme, où le son est vraiment en multicanal réel dans les salles de cinéma. Mais je pensais à votre analyse des films de Sergueï Loznitsa, le documentariste ukrainien, ou de Tati, ou très beau passage du début de Mulholland Drive, le Lynch aussi, et puis Melville, bien sûr. Donc il y a ce travail sur la discontinuité, l'asynchrone, hein, le fait de désynchroniser son image et puis de pouvoir couper les sons et de pouvoir les faire surgir du silence. C'est quelque chose que le cinéma apporte de manière privilégiée, en fait. Oui, et c'est un peu le regret que j'ai eu dans tous ces 3 jours, c'est de voir que cette écriture du cinéma n'a pas assez pénétré la radiophonie. Le cinéma nous a appris, grâce au synchronisme avec l'image, à couper,
à couper mes cuts, c'est-à-dire on est très proche et puis ensuite on est très lointain, ou on fait un contre-champ, etc. Mais les coupures sont raides, quoi. En radiophonie, on fait souvent des crossfades, on fait souvent... On est beaucoup en continuité, comme en musique finalement, beaucoup en continuité. Et ce qui est important, c'est la coupure. Pourquoi ? Parce que ça réactive l'écoute. À chaque fois qu'on coupe, voilà, c'est un reset et il faut repartir et repartir dans un nouvel imaginaire. Et pour moi, c'est l'élément moteur principal de la fabrication d'une écoute d'un auditeur. Donc, bon, alors par ailleurs, dans le cinéma, lorsqu'on est... Alors ça, c'est une autre problématique avec ça, cette question de la coupure. Dans le cinéma, quand on est synchrone, on n'entend plus rien. Hein, c'est-à-dire qu'on vit une action où il y a de l'image et du son qui sont ensemble, et puis le son et l'image synchrone, ben, c'est 1 + 1 = 1, ça fait une espèce de fusion où on vit une action et c'est formidable. Simplement, on perd la conscience d'écoute. Et or, c'est elle qui travaille les images tout le temps, hein, qui en fait son temps, qui en fait sa durée, son énergie, etc., mais aussi son sens. Et dès l'instant où on synchronise, on désynchronise, je veux dire, là, on commence à entendre et à voir. Et c'est incroyable, je fais souvent un stage aux ateliers Varan avec des stagiaires qui viennent en général de profession du journalisme ou de montage, et qui n'ont jamais fait de prise de son, et on fait des films à l'envers, c'est-à-dire on démarre avec le son, on va sur le terrain avec le son, et puis on commence à écouter collectivement, à voir ce qui sort de tout ce qu'ils ont pris, à leur faire entendre ce qu'ils ont pris, parce que c'est vrai qu'on met du temps. Et puis, on pose ça sur la timeline, petit élément par petit élément, et on amène des images dessus. Et c'est jamais des illustrations, c'est des images qui ont été prises dans les mêmes lieux et qui vont, par l'asynchronisme, tirer le sens du son sur des éléments complémentaires, mais qui ne sont jamais illustratifs, quoi. Et puis ensuite, une fois qu'on a mis un son, une image, on met un autre son, puis après une autre image, et comme ça se construit quelque chose qui est au final extrêmement poétique et qui est très surprenant parce que ça nous laisse à entendre et à voir les deux choses en même temps. On a 1 + 1 = 3. Il y a du son, des images, et puis la relation entre les deux. Et ça, c'est absolument formidable. Alors peut-être un mot sur Jean-Pierre Melville, dont vous citez en exergue du livre une phrase, un texte dont je vais citer juste la dernière phrase qui est très amusante. « Doser le son revient à calculer la quantité de produits corrosifs ou euphorisants qu'on entend inoculer au spectateur-auditeur. » Et ça, c'est vraiment l'art de Melville. Il dit qu'il travaille le son en studio, mais extrêmement précise, de manière précisément à jouer sans cesse de ce rapport synchrone-asynchrone à l'image. Oui, il repartait à zéro, il bruitait tout, il travaillait tout, comme Jacques Tati. Hein. C'est une grande époque. Melville, c'est merveilleux parce que en fait, il travaillait toujours sur des polars. Il disait, je travaille sur les polars parce que dans la pègre, on ne parle pas. Et ça, c'est merveilleux. C'est que, voilà, il n'a pas de dialogue à amener. Et tous ces films travaillent sur le silence, travaillent sur les bruits, sur les sons. Et il y a par exemple un film, Le Cercle Rouge, où il y a un casse qui est fait dans le film, qui est merveilleux. Ça dure, je ne sais pas combien, 20 minutes, la scène. Et il y a très, 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 très peu de son. Très peu de son. Et justement, il ne faut pas qu'il fasse de bruit. Donc c'est extrêmement silencieux et on est en apnée. On est en apnée tout du long. Donc il y a là une grande leçon à l'heure où maintenant on mixe 350 pistes. Bah lui, il en avait en tout cas 8 au maximum et souvent beaucoup moins. Et ça, c'est une grande leçon, quoi, de décroissance, quoi, hein, à notre époque. Alors, il y a aussi de très beaux textes sur l'écoute, bien sûr, et l'écoute est inséparable du silence. Hein. On écoute dans le silence, mais un silence qui n'est jamais complet, hein, qui est un silence dynamique, écrivez-vous.
et qui est lié à ce que vous appelez les petites perceptions. Et les petites perceptions, c'est un concept qui nous vient du philosophe allemand Leibniz, qui parle notamment de ces moments quand on est un peu étourdi, ou quand on a un peu bu, ou quand on est ensommeillé. Bon. Et on a tout à coup, on est dans un brouillard de petites perceptions qui viennent nous envahir, et qu'on n'arrive pas à synthétiser pour produire la perception globale, quoi. Comme si tout à coup on entendait tous les sons d'une vague, et puis la vague comme gestalt, générale. Et ça, ces petites perceptions, effectivement, elles sont cruciales dans le travail sonore, et c'est de leur dynamique, en quelque sorte, que l'écoute émerge finalement. Et c'est par la petite perception en plus que la chose apparaît. C'est très étrange, c'est ça le silence finalement. C'est des toutes petites émergences qui font que la chose se constitue. Il parle d'aperception. La perception. La perception. Et ça, c'est très intéressant dès qu'on change justement de paradigme et qu'on se dit s'il fallait construire à partir du silence. Voilà, dans le cinéma, on a ça. Soit on travaille comme Melville selon Méliès, c'est-à-dire c'est comme le théâtre, tout est vide, on est au silence, et puis on va amener des éléments un par un. Ou on travaille selon les frères Lumière, on est dans le réel, alors on est saturé d'informations, et comment faire pour retirer, pour désigner, comment creuser la matière qui est là pour faire apparaître ce que l'on désigne. Or, nous, dans notre vie quotidienne, nous n'arrêtons pas de choisir des détails. On peut être dans un café, parler avec quelqu'un, on oublie tout le café. Au bout de quelques minutes, il n'existe plus le café. On parle à quelqu'un, on est plongé dans la conversation. Le micro, il est incapable de faire ça. Il n'a pas de cerveau. Et donc, comment faire pour dégraisser, comme disait Piala, pour retirer de la matière, hein. Et ce que je trouve formidable, c'est que la fabrication du silence, ou l'état de silence, parce que c'est aussi ça, l'état de silence dans le vivant, hein, du monde, c'est quelque chose justement où on est dans le ténu, dans le presque rien, et qui est toujours un élément dans la situation de surgissement d'un élément qui peut amener du danger, ou au contraire qui est la fin d'un écroulement, d'un évanouissement, d'un son qui est passé et puis qui a déjà disparu. On est tout le temps dans une espèce de fenêtre de perception du monde qui disparaît, et puis on est toujours en volonté de savoir la suite, quoi. Qui est que il y a des choses qui restent, il y a des choses qu'on perçoit, et on évite la plus grande partie des choses qui nous entourent. Ça, c'est Berthoz qui parle de ça. Il parle de notre nécessité de ne pas sentir, de ne pas goûter, de ne pas toucher, de ne pas voir, de ne pas entendre, pour pouvoir aller au bout de la journée, quoi. Alors, je vais vous lire un de ces poèmes qui rythme le livre. Très court. Pourtant comme un son, intenable, etc., tout entier mouvement, mystère permanent du nuage, tout mouvement, tout silence. Voilà, donc ça vient ponctuer. Et alors pour revenir aux petites perceptions, alors chez Sergueï Lonitsa, par exemple, il y a ce chaos sonore qui est à la fois un lointain et une sorte de bruit de fond d'où vont émerger précisément les sons et une partie des images. Donc ça, c'est une chose qu'on retrouve dans le field recording aussi, hein, cette idée de partir d'un chaos premier, d'où un paysage va émerger, comme on l'a entendu par exemple dans la pièce de Chaco Caro hier. Voilà, le paysage émerge d'un fond et puis il replonge. Donc ça, c'est un peu un point commun qu'on peut trouver dans des pratiques documentaires, aussi bien au cinéma que dans l'art audio. La pratique de Loznitsa est très particulière, hein. Lui, il aime regarder le monde à distance. Il aime regarder des ensembles de gens, et il n'est jamais collé aux gens. Il a fait par exemple un film qui s'appelle The Settlement, qui est sur un asile psychiatrique en Russie, et on est toujours dans le flou. Il a même fait une version de ce film où il a traité l'image avec du flou, quoi, pour être encore plus flou
pour rajouter de la distance à la distance qu'il avait déjà avec le son. Mais il retravaille tout, il reprend les sons un par un, il les éloigne, il reconstruit la quantité, à quel moment les choses passent, etc. Tout est reconstruit. Il a même fait un film qui est assez étonnant, qui est sur le blocus de Stalingrad, où il avait les images. Vous savez, pendant la guerre, c'est 300 jours de blocus de la ville, où il y a 1 million de morts de faim. Et les équipes de cinéma qui étaient en place du pouvoir soviétique ont continué de tourner jusqu'au bout. Et évidemment, il n'y a pas de son sur ces films, puisque c'était des films voués à la propagande. Et lui, il a rebruité tous les éléments comme ça. Et on vit curieusement cet état en choisissant de ne pas mettre les sons qui sont trop affectants. Une femme qui va porter son bébé à la fosse commune et qui pleure, il ne met pas un cri, pas une larme. Une femme qui insulte les soldats prisonniers allemands qui passent, on ne l'entend pas. Mais il y a voilà, le quotidien des gestes, des voitures, des choses qui sont là, contingentes. Il refabrique comme ça le monde pour désigner, mais en gardant les choses au loin. Et il y a même une pièce qui est encore plus forte, un film qui s'appelle Paysage, où il a décidé de filmer les gens qui attendent les bus, parce qu'il dit c'est quand tout ce monde attend, là, on a toute la population de la ville, parce que les bus ne viennent pas, ils attendent 2 jours, 3 jours, et toute la population est là. Et donc, il envoie son ingénieur du son enregistrer les gens c'est un petit village en Russie, qui se parlent entre eux et qui se connaissent bien. Et à partir de toutes ces paroles qui ont été recueillies, il reconstruit une espèce de dramaturgie des éléments qui ont été entendus. Alors ça parle de choses terribles, de Tchernobyl, de la guerre en Tchétchénie, et puis de la misère dans les hôpitaux, etc. Et il filme les gens qui sont là, ça glisse tout le temps sur les visages, on est assez proche, et il colle tous ces sons de voix dessus. Et on ne sait jamais qui parle. On croit que c'est la personne qui a parlé, qui vient de rentrer dans le champ, ou la personne qui vient de sortir du champ, qui est en train de parler. Donc on associe, on fait du synchronisme alors qu'il n'y en a aucun. Et il rajoute juste synchroniquement un pigeon qui s'envole, une voiture qui passe, pour nous faire croire que c'est... Mais il obtient par là une parole que personne ne dirait en direct à la caméra, ou qu'une voix off n'aurait pas la puissance de donner, de restituer. Alors, il y a une autre fonction du silence aussi, c'est de créer une sorte d'irréalité ou de sentiment trouble, d'éloignement du réel. Et ça, vous avez des belles pages sur Lynch, sur Mulholland Drive, avec ce son assourdi. Tout à coup, par le son, l'image semble s'éloigner et devenir un peu fantasmagorique, ou sur le Stalker de Tarkovsky, où là, le rôle du silence est évidemment très important. Quand il rentre dans la zone ne sonne pas effectivement que le monde quotidien, et ça, c'est le son, presque plus que l'image, qui nous donne cette impression d'étrangeté, et de magie qui est liée à cette fameuse zone. Mais j'ai découvert un truc par hasard, c'est-à-dire, moi je connaissais la VHS de Stalker, qui était assez pourrie, quoi, elle était bien usée, je la passais beaucoup aux étudiants, et puis un jour il y a le DVD qui sort, alors je vais acheter le DVD, je me dis c'est restauré, formidable, et je lance le truc, et je reconnais pas le son. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Et en fait, ils avaient fait une version 5.1 et ils avaient mis des sons qui sont diffusés dans la salle. Alors, le premier plan de Stalker, c'est silence total. Au loin, un sifflet de train, puis un deuxième sifflet de train, puis une tasse qui vibre, qui annonce un train qui va passer, et puis le train qui arrive, etc. Enfin, un truc assez travaillé. Vraiment très, 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 très riche. Et dans la version 5.1, on arrive, la pluie, le vent, les craquements de parquet, on a une espèce de film d'horreur, et on n'habite pas les images, alors que le silence de la version originale fait que, puisqu'on n'a rien au son, alors on pénètre les images et on habite les images. Et on est dedans et on va chercher avec l'œil ce qui serait un indice de ce qui pourrait se passer ensuite. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais voilà, j'ai commencé à comprendre que plus il y avait de son, moins on voyait.
Et ça, c'est un truc formidable. Je crois que c'est une grande leçon que cette imbécilité nous a donnée. Je trouve ça. Alors justement, à ce propos, il y a une anecdote que vous dites dans le livre qui est assez drôle. J'aimerais savoir si elle est vraie et de qui il est question, puisque vous parlez de ces pièces de théâtre où on s'acharnait à produire le plus de sons possible pour remplir tous les vides du plateau. Et vous citez Mesguich, par exemple. Ouais. Et vous dites que vous-même avez eu tendance un peu Ouais. à produire des pistes et des pistes. Et à la fin, vous dites, j'ai eu la chance de pouvoir signer 2 fois le silence. Pouvoir signer une pièce de silence, c'est-à-dire dire au metteur en scène, écoutez, mon travail a consisté à ne rien faire, précisément. Et alors, qui étaient ces metteurs en scène exactement? Il y en a 2. Il y a Dominique Héhec, c'était au Théâtre du Rond-Point. Il avait demandé à la fille d'un grand clown chinois de venir interpréter un texte chinois traduit en français. Et elle disait ce texte en phonétique. Elle ne connaissait pas le français. Et elle parlait en phonétique. Et c'était extraordinaire. L'articulation de la langue était complètement inimaginable. Et le metteur en scène me demandait de mettre des sons et tout. Je lui ai dit, mais attends, il faut qu'on puisse entendre ça, et uniquement ça, et fondamentalement ça. Et donc, je lui ai proposé d'avoir des bruiteurs, enfin plutôt des machinaux qui derrière fassent des tout petits éléments sonores de bois, de papier ou de pierre, mais très délicats, etc. Je voulais les faire travailler, répéter, pas du tout des bandes, mais voilà, en direct. Et puis, comme la pièce devait faire une tournée, il m'a dit, bah non, on n'a pas assez de ronds pour les payer pour la tournée. Donc voilà, ça s'en est tenu là. Et l'autre, c'est avec Alain Françon, sur une pièce d'Édouard Bond, au Théâtre de la Colline. Il me disait d'ailleurs, Bond ne veut pas de son sur sa pièce. On avait déjà travaillé sur les pièces de guerre où on avait fait un énorme travail sonore et qui avait bien marché, ça fonctionnait très bien. Et là, c'était sur une autre pièce de Bond et j'avais eu l'idée je crois que c'était une mauvaise idée, de bruiter la machinerie théâtrale. Il y avait de la machinerie dans la pièce et avoir sur les poulies, sur les drisses, sur les mères de famille, comme on appelle les trucs, voilà, des micros qui par moment dans les mouvements fassent que la machinerie théâtrale apparaisse, quoi. Voilà, comme quand on montre le caméraman dans un film. Eh bien, ça marchait pas du tout. Mais j'ai travaillé longtemps avec Alain. On a essayé plein de choses. Et je me souviens que à la fin, l'administrateur vient me voir et me dit, mais tu n'as pas de son dans le spectacle? Je lui dis, bah non, on a tout retiré. Et il me dit, mais comment je vais justifier le fait que tu aies un salaire alors qu'il n'y a pas de son? Le ministère va me tomber dessus, moi j'ai des comptes à rendre. Voilà. Alors, on a négocié, puis je suis parti avec un demi-salaire. Alors, il y a aussi un autre élément qui traverse le livre, c'est la question de l'écriture du son. Et c'est une question que je me pose parce que vous parlez des protocoles que vous mettez en place, notamment pour la réalisation sonore au théâtre. Et c'est une sorte de mode d'emploi hein, de ce qu'il faut faire ou de ce que vous avez, de votre méthode de travail pour réaliser. Mais est-ce que cette écriture, on peut dire qu'il y a une écriture commune au théâtre, au cinéma, à la musique, ou est-ce que c'est à chaque fois des écritures différentes? Mais je pense que chaque œuvre, chaque pièce sur laquelle on travaille, chaque film, pour chaque film, on doit inventer une procédure, on doit inventer une façon d'aborder la chose. Je crois que le problème justement des écoles, c'est que on donne des modes opératoires et c'est une erreur. Je crois que l'important, c'est de ne pas savoir, c'est de démarrer en ne sachant rien et en attendant d'essayer de comprendre par où on va pouvoir le tenir. Le problème, c'est que le metteur en scène ne sait rien, lui non plus, au début. Il a son texte, il a quelques intuitions, il a toute une équipe autour de lui pour travailler. Chacun avance un peu dans le noir.
En même temps, ce qui est formidable, contrairement au cinéma, c'est que tous les jours, on repart de notre mémoire et non pas on n'a pas des bobines qui sont déjà enregistrées et qui seront dans la boîte, quoi. Là, il y a une espèce de mémoire collective et où on est obligé de tenir compte de l'autre. Et donc, il y a un regard circulant sur toute l'équipe qui travaille ensemble et qui influe énormément sur notre façon d'appréhender. Des fois, on met beaucoup de temps avant de pouvoir trouver quelque chose et où on fait beaucoup d'essais. Les choses qui, par exemple, des sons qu'on a travaillés chez soi, qu'on pense être intéressants, on les amène en scène et confrontés au décor, ça tient pas un clou, rien. On jette à la poubelle, quoi. Et des sons qui, au contraire, des fois où on croyait que c'était des scories, pas du tout. Ça va être le son qui sera juste et celui qui sera le plus intéressant. Je me souviens pour un Beckett, par exemple, c'est avec Denise Jans à la colline aussi. Dans Les Beaux Jours, elle dit j'entends une sonnerie, c'est dans sa tête qui me fait mal comme une gouge, hein, comme un ciseau à bois. Et le metteur en scène me dit mais je voudrais l'entendre cette sonnerie. Mais c'est quoi la sonnerie? C'est du téléphone, c'est de la sonnerie d'usine, c'est de la sonnerie de porte. C'est quoi cette sonnerie déjà? Alors j'ai commencé à en enregistrer, à traiter les choses, à les modifier, etc. Et puis bon, je trouvais pas, j'ai loué, au début c'était le début du numérique, j'ai loué une machine qui transformait les sons. Bon, j'ai essayé des trucs, je suis arrivé en scène le matin, où il n'y a personne, on essaye des trucs dans le décor, il n'y a pas d'acteur, on n'entend rien, mais au moins on voit le décor et les sons doivent coller avec pour trouver les niveaux, les échelles, les localisations, etc. Et j'essaye ces sons et vraiment c'était désespérant, ça ne marchait pas. Et puis je rembobine et je tombe sur le premier son qui était saturé parce que j'étais tout seul pour les faire, donc j'étais trop fort. Et j'écoute ce son saturé, c'était ça, quoi, c'était génial. Le son qu'on aurait mis à la poubelle, c'était celui qui était juste et qui faisait mal aux oreilles et qu'il fallait, quoi. Et voilà, c'est ça aussi, c'est le hasard. Mais à chaque fois, il faut tout remettre à plat. Je crois qu'il n'y a pas de méthode. Je crois que le devoir qu'on a, c'est de réinventer une méthode, de se bricoler une méthode, parce que je crois que c'est ça. Il me semble que... Mais le malheur, c'est que souvent, il n'y a pas la place, c'est-à-dire que les metteurs en scène ne prennent pas le temps, ils prennent du temps avec les acteurs, mais pas avec nous. Au cinéma, alors c'est encore pire, parce qu'on vient faire le boulot, quoi. Et... Bon, on fait la profession. Moi, je veux dire, sur 45 ans de prise de son, disons, j'ai, pour les 9/10e, fait le métier, quoi. Et puis de temps en temps, on tombe sur un metteur en scène génial qui dialogue, quoi. Et ça, c'est du bonheur plein pot. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle éventuellement? Peut-être des questions pour Daniel sur le cinéma, le théâtre, la musique, les arts sonores. La musique, on n'a pas parlé de la musique, non, mais là aussi, quoi, au début, je me rends compte que j'ai pu travailler de manière intéressante parce que j'étais avec des gens qui n'avaient pas un rond, j'avais pas de studio. C'était l'époque de la free music, c'était les lendemains de 68, et on allait faire des virées en voiture, on enregistrait en voiture, je me souviens avoir fait un disque en voiture, quoi, moi dans le coffre, un poète devant, c'était un ethnologue, un mec magnifique, Jean-Marie Fibal, un peintre qui conduisait la voiture, une espèce de grosse Ford, et qui cherchait de l'essence la nuit, on descendait dans les parkings. Et puis, derrière, Françoise Achard qui jouait de la flûte et Bernard Vitet qui jouait des instruments qu'il avait bricolés. Et puis on descendait de la voiture, on allait jouer dans le parking, puis on remontait, on repartait, on faisait une dérive dans Paris, et c'était magnifique, quoi. Ça, ou avec Nicolas Frise, où les musiciens, on les avait mis sur patins à roulettes,
Et j'avais accroché des chaînettes derrière leur ceinture pour qu'on les sente tout le temps, même quand ils jouaient pas, quoi, dans le parking. Le parking, il y avait des voitures qui rentraient, qui sortaient, et c'était vivant. Et ça, c'était une musique pour un ballet, pour Beaubourg, sur la circulation, justement. Et c'était magnifique, voilà, ce mouvement comme ça. Et je faisais ça à la bretelle, comme on dit, avec le magnéto sur l'épaule, et puis un couple, quoi. Alors peut-être une question sur la prise de son, alors pour finir, avant de laisser peut-être le temps d'une pause. La prise de son, c'est un peu le premier geste, quoi, hein. À quelle distance, à quel micro, c'est la question qui s'est posée aussi pendant ces 3 jours, hein. Tous les sons qu'on entend ont été enregistrés, de quelle manière, à quelle fin, à quelle intention, et souvent c'est quelque chose qui revenait dans vos commentaires, Daniel, vous disiez... il manque une intention ici, où est l'intention, j'arrive pas à saisir l'intention, ou le point d'écoute, ou le point d'oreille. Donc, est-ce que c'est ça la chose première dans la prise de son ? C'est une mise en scène, en fait, la prise de son, et je pense qu'il faut le penser comme ça, c'est-à-dire, étant donné cet objet, alors c'est quoi ? C'est un quatuor à cordes, c'est un chœur, c'est une gamelle qu'on enregistre, c'est un bruitage. Étant donné cet objet, quel lieu ? Hein, ça, c'est la première chose. Et puis, où dans ce lieu ? Et puis, de quelle manière il va être manipulé ? Ou quelle interprétation ? Et puis, où je me place en regard de ça ? Et selon l'objet, selon les œuvres, en musique classique, on sait bien qu'il y a des œuvres qu'on va enregistrer dans un lieu très réverbérant parce que c'est Mahler ou c'est Richard Strauss ou c'est Charles Ives. On a besoin d'avoir une espèce d'une brume, quoi, un sustain par l'acoustique des espaces. Et puis il y a des pièces où on doit être beaucoup plus près. En jazz, c'est ça aussi, hein. Je me souviens avec Kramer pour la musique de Rotoine USA. J'ai beaucoup enregistré des musiques de films et on enregistrait comme ça avec Petrucciani et il disait le piano il a trop de résonance, et donc il mettait des chiffons dans le piano pour avoir des attaques beaucoup plus mates et beaucoup plus dures. Et moi, à chaque fois, je déplaçais mes micros pour essayer de comprendre à quelle distance, comment se placer par rapport à ce plan image sur lequel ça allait s'appliquer. Et avec Garel, pareil, je mettais souvent 2-3 plans de micro et que je réglais pendant que l'accordeur travaillait. Et puis je remontais à la console, je les comparais, et puis je revenais, et puis j'en déplaçais 1 ou 2 pour avoir des plans différents, pour que selon les moments, selon l'énergie, l'intensité de jeu, on soit dans le ténu et que je puisse aller le chercher, et puis au contraire, je puisse avoir du recul pour les moments puissants, quoi. Il y a quelque chose qu'on façonne qui est à la fois de l'architecture et en même temps du temps, quoi. C'est-à-dire que les choses existent dans l'évolution temporelle par moments ténus et par moments majuscules, comme ça. Et puis en même temps, il faut toujours permettre d'avoir la sensation qui est juste par rapport à la puissance de l'objet, ouais. Et du lieu, de l'acoustique du lieu. Avec Garel, on n'enregistrait jamais en studio. On enregistrait dans des audis de bruitage parce que je pouvais changer l'acoustique. Et c'est lui qui me demandait de choisir les lieux, quoi. Et ça, c'est vraiment important, quoi. Et il mixait avec grand écran, c'est ça ? Avec le grand écran, toujours, pour avoir la puissance des images, et c'est marrant, parce que pour un film, je me souviens, c'était Barney Whelan, le saxophoniste qui joue dans l'ascenseur pour l'échafaud avec Miles. Barney jouait sur une scène qui était une dernière scène du film. Le personnage était au bord du suicide, il se suicide à la scène d'après, et il est sur une plage en Italie, et il n'y a rien, c'est la nuit, et donc on enregistre un saxophone avec le microphone très près du bec pour avoir le souffle, pour avoir des choses comme ça, très solitaire. Et Barney me dit, il faut que je rajoute un piano. Alors qu'on avait fait toute la musique juste au sax. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec le piano, quoi ? Quand on fait piano-sax, les deux sont côte à côte, on va perdre tout le silence, quoi, de cette musique. Et je vois dans l'image
une maison éclairée très loin, avec une petite fenêtre allumée, et je me dis, grâce à ce grand écran, je vais mettre le piano là-bas. Et si j'avais pas eu le grand écran, j'aurais pas pensé mixer comme ça. Alors je l'ai triché, je l'ai mis un peu plus fort, mais il y a ça, il y a ce rapport de silence qui est conservé. Donc le piano, il serait dans la maison, ça, Voilà, très loin. Ouais. Bon, mais merci beaucoup Daniel. Il faut qu'on laisse la parole maintenant à Marc pour le palmarès, bien sûr. Donc merci beaucoup, merci de votre écoute. Et le livre est disponible juste au-dessus, dans l'entrée.